nouveau journal sur Eden TV. Bonsoir, bienvenue à tous. Au sommaire, vote du budget pour le fonctionnement de l'Assemblée nationale, 29 milliards 318 millions 497 486 francs CFA adoptés par les députés jeudi pour le compte de l'année 2025. Condamnation de l'État béninois Patrice Talon et l'Association interprofessionnelle du coton par la Cour de justice de la CEDEAO à plusieurs dizaines de millions de francs CFA. C'était dans un contentieux relatif à l'installation d'une usine de grainage de coton à Djougou. On en parle dans cette édition. Et puis, hors de nos frontières, l'ONU pourrait entreprendre une nouvelle opération de paix en Haïti à la suite d'une demande des États-Unis et de l'Équateur. Merci de votre fidélité. Je l'annonçais dans les titres, la Cour de justice de la CEDEAO a condamné l'État béninois à plusieurs dizaines de millions de francs CFA dans un contentieux relatif à l'installation d'une usine d'égrenage de coton à Djougou. La condamnation fait suite à une plainte contre l'État béninois, Patrice Talon et l'Association interprofessionnelle du coton. Suivez dans cet élément les implications d'une telle décision de la juridiction communautaire. Il y a quelques jours, la Cour de justice de la CEDEAO a tranché un contentieux opposant une société de droit béninois à l'État béninois. Le contentieux est relatif à l'installation d'une usine de coton à Djougou. Selon le récit des faits, la société requérante a été créée en août 2016 dans le but de la construction et l'exploitation d'une usine de grainage de coton à Djougou. Dans ce cadre, et toujours selon l'exposé des faits, elle a obtenu toutes les autorisations administratives nécessaires. Elle apprend après avoir débuté la construction de l'usine l'annulation des autorisations initialement obtenues par les autorités béninoises. Au regard des analystes, cette décision de la Cour a plusieurs implications. Alors, il y a deux choses. La première, c'est que la partie plaignante, la société donc impliquée, a gagné d'une certaine façon ce procès. Gagné parce que la Cour a été favorable au fait que l'État béninois devrait payer cette somme à la partie en question parce que ayant effectivement perdu le droit de propriété. La deuxième chose, c'est qu'il y a eu condamnation de l'État béninois et cette condamnation n'aura malheureusement ou heureusement pas un effet coercitif sur l'État du Bénin. Et c'est une perte probablement pour la société et pour le droit dans son ensemble, vu qu'une décision de justice est censée être appliquée pour donner une certaine avancée à l'état de droit. La première implication, c'est que la Cour a reconnu que le Bénin a fauté. Le Bénin n'a pas respecté son obligation de protéger un citoyen, les droits d'un citoyen, les droits de l'homme, en l'occurrence le droit à la propriété. Si nous allons plus loin, ça veut dire quoi? Le Bénin, bien que membre de la CEDEAO, n'a pas encore, continue toujours de ne pas respecter les droits à la propriété, ce qui vicie un peu l'environnement, ce qui pourra vicier un peu l'environnement des affaires au pays. La juridiction a condamné l'État béninois à payer 40 millions de francs CFA à la société pour réparation des violations de son droit de propriété et celui d'être jugé dans un délai raisonnable. Malheureusement, l'État béninois n'a aucune contrainte quant à l'exécution de cette décision. Ces quelques millions sont pour moi une décision minime qui ne met pas forcément la corde au cou à l'État béninois. Surtout parce que en matière du respect des décisions de cette Cour de justice, les décisions ne sont pas coercitives, c'est-à-dire n'impliquent pas une action de force qui oblige les États à s'y conformer. Et la deuxième chose, c'est que le Bénin n'a pas ratifié ce traité ni dans la Constitution ni dans aucun autre texte. Donc le problème reste entièrement posé.
Ça fait d'ailleurs partie de l'une des faiblesses de la Cour de justice de la CEDEAO, qui, malgré cette décision, n'a pas pour autant le pouvoir estimé, le pouvoir escompté pour régler définitivement les différends en question. Au cas où l'État ne le ferait pas, les gens ne nous feront plus confiance en matière de respect des droits humains. Donc le fait de ne pas le faire, ça montrerait que nous sommes encore responsables, que nous ne sommes pas prêts à respecter les droits humains. L'État béninois, s'expliquant dans le dossier, n'a pas rejeté les faits, mais il reproche à la société de s'être empressée de saisir la Cour de justice de la CEDEAO alors que les procédures qu'elle a engagées en interne suivent leur cours. 29 milliards 318 millions 497 486 francs CFA. C'est le budget du Parlement, exercice 2025, adopté ce jeudi par les députés de la 9e législature. C'était sous la direction du président de l'Assemblée nationale, Louis Vlavono. On fait le point. En prélude à l'examen du projet de budget de l'État gestion 2025, en octobre prochain, l'Assemblée nationale a adopté ce jeudi 12 septembre 2024 son budget pour le compte de l'année 2025. Après avoir relevé le point d'exécution du budget actuel au 31 août 2024, le président de l'Assemblée nationale, Louis Vlavono, a souligné l'importance de l'augmentation du budget de l'institution pour le compte de l'année 2025 qui s'élève à 29 milliards 318 497 486 francs CFA, soit plus de 21 milliards pour le fonctionnement de l'institution et 7 milliards de francs CFA pour l'accélération des travaux de construction du nouveau siège de l'Assemblée nationale. Le projet de budget pour la gestion 2025 s'élève à 29 milliards 318 497 486 francs CFA contre 24 milliards 788 969 569 francs CFA en 2024, soit une augmentation de 4 milliards 529 527 917 francs CFA, correspondant à un taux d'accroissement de 18,27%. En réalité, si on enlève les 7 milliards qui sont destinés à la construction du nouveau siège, on se retrouvera à coup sûr autour de 21-22 milliards en ce qui concerne le fonctionnement de l'Assemblée nationale. Habituellement, c'est 3 milliards et quelques qu'on remboursait par an. Cette fois-ci, c'est monté à 7 milliards pour mieux accélérer les travaux de finition. Les députés, toutes tendances confondues, ont salué le leadership du président Louis Vlavono. La députée de l'aide démocrate Viviane Oroudama a souhaité l'augmentation de la dotation financière du caucus des femmes parlementaires du Bénin, tandis que son homologue du bloc républicain, Hassan Saïbou, loue la clairvoyance de multiplier par 2 la cagnotte relative à l'allocation de l'achèvement du chantier du nouveau siège de l'Assemblée nationale. On les écoute. Je tiens à féliciter Monsieur le Président pour avoir renouvelé le budget sensible aux gens. Mais je voudrais vous dire qu'on attendait plus pour nous permettre de jouer pleinement et efficacement notre rôle auprès des femmes. Parce que, en dépit du budget qui nous avait été alloué, nous avons bénéficié de l'accompagnement des partenaires techniques et financiers que je remercie au passage. Mais malgré cet appui, nous n'avons pas pu réaliser toutes les activités de terrain qui étaient prévues dans notre PPA. C'est pourquoi je souhaiterais que le budget du caucus des femmes soit revu à la hausse en vue de nous permettre de mener les activités du terrain. Je voudrais quand même formuler le vœu de mes collègues de voir enfin le nouveau siège de l'Assemblée nationale aller à son terme. Et notre espoir se pose dans ce remboursement
qui est plus considérable en 2025, où nous devinons que ce seraient les travaux de finition et que la prochaine législature verra quand même l'inauguration de ce siège-là. La doléance de la députée Viviane Ouroutama n'est pas tombée dans les oreilles des sourds. Elle a recueilli l'avis favorable de la première autorité de l'institution parlementaire. Ainsi donc, ce budget de l'Assemblée nationale de gestion 2025 a été adopté à l'unanimité des députés présents et représentés. La pré-rentrée a connu son épilogue hier sur toute l'étendue du territoire national. Plusieurs activités ont meublé la semaine afin d'accueillir les élèves dans les meilleures conditions dès le lundi prochain, date de la rentrée scolaire 2024-2025. Une de nos équipes conduite par Clémence Tonoucoin a sillonné hier quelques écoles et collèges de Cotonou pour s'enquérir des derniers réglages. Ce vendredi 13 septembre, dernier jour de la pré-rentrée scolaire 2024-2025, n'est pas de tout repos dans les écoles et collèges de la ville de Cotonou. L'heure est au dernier réglage pour le démarrage effectif des activités pédagogiques dès lundi prochain. Les registres de recensement de nouveaux élèves sont toujours ouverts et tout semble être prêt selon le directeur de l'école primaire publique FIFADI Groupe C. Il y a un calendrier des tâches de la pré-rentrée qui a été élaboré par notre ministère de tutelle et envoyé dans chaque école. Ce calendrier, nous le respectons à la lettre. À chaque jour correspond des tâches appropriées. Et à vrai dire, il n'y a pas une tâche que nous avons occultée. Donc, tout est fait prêt. Du lundi au jeudi, nous avons respecté à 100% ce qui est dit. Et nous sommes également très sûrs de remplir toutes les formalités prévues pour ce jour vendredi. Et avec ça, je crois que le lundi, les activités pédagogiques vont démarrer correctement. Enseignants et parents d'élèves, de leur côté, se disent également prêts pour lundi prochain. Et je vous rassure que tout est fin prêt. Nos dirigeants ils nous ont mis à notre disposition tout ce qu'il faut. Nous avons reçu les fournitures et puis chacun sait faire déjà de son côté ce qui le concerne. Et puis nous sommes prêts. Depuis le lundi, nous avons fait notre conseil. On nous a expliqué les cahiers de charges pour une bonne rentrée scolaire. La rentrée se prépare au premier jour des vacances. Donc déjà, je suis déjà prêt depuis. Je suis venu voir quelques petits renseignements qui doivent finaliser celui de lundi. Pendant les vacances, j'étais déjà arrivé, j'ai tout fait. Donc je voulais effectivement me voir si effectivement lundi, la rentrée a bien eu lieu. Aux parents d'élèves qui attendent le jour de la rentrée pour venir inscrire leurs enfants, le directeur de l'école primaire publique FIFADI Groupe C s'adresse en ces termes. Le lundi ne devrait plus venir nous gêner. Donc, ici, chez nous à FIFADI, il n'y a pas tellement d'affluence, malgré que notre chef quartier a été sollicité pour informer le crieur public afin que ces parents puissent sortir massivement pour venir inscrire leurs enfants. Mais ce n'est pas le cas. Nous avons reçu des parents pour l'admission et le recrutement. On a reçu. Mais ce n'est pas encore ce qui est souhaité. C'est très sûr que lundi, maintenant, ils viendront nous gêner et nous ne pourrons pas les prendre ce jour-là, peut-être à partir du mardi. Les parents sont donc invités à prendre conscience de ce que le retard dans les inscriptions pénalise les enfants. Actualité en dehors du Bénin, l'ONU pourrait entreprendre une nouvelle opération de paix en Haïti à la suite d'une demande des États-Unis et de l'Équateur. Pourquoi ce pays est-il plongé dans l'instabilité? Comment la France est-elle mêlée à cette situation? Explication de nos confrères de RT. Les États-Unis et l'Équateur ont fait circuler un projet de résolution demandant aux Nations Unies de commencer à planifier une nouvelle opération de maintien de la paix en Haïti à la place de la mission dirigée actuellement par le Kenya. La diffusion de cette résolution fait suite à la visite du secrétaire d'État américain Anthony Blinken en Haïti le 5 septembre, où il a réaffirmé l'engagement du gouvernement américain envers la mission multinationale et a rappelé que les élections présidentielles étaient très attendues.
Je pense que la première chose à faire est de s'assurer que les bases de la sécurité sont en place. Et c'est ce qui se fait actuellement avec Médecins sans frontières et la police nationale d'Haïti. Il reste encore beaucoup de travail, mais les choses commencent à bouger. Nous voulons également nous assurer qu'Haïti est de nouveau sur la voie démocratique. Et cela se traduit par les élections l'année prochaine. Les Nations Unies sont impliquées en Haïti de manière intermittente depuis 1990. En 2004, une rébellion avait mis le pays au bord de l'effondrement, ce qui avait conduit au déploiement des forces de l'ONU. Cette dernière a contribué à stabiliser le pays, appauvri après les élections et un tremblement de terre dévastateur en 2010 qui a fait jusqu'à 300 000 morts. Mais les casques bleus sont partis dans des conditions encore tendues. Les troupes népalaises qui participaient à cette mission étaient accusées d'avoir introduit le choléra qui a tué environ 10 000 personnes en Haïti. D'autres troupes auraient également été impliquées dans des crimes sexuels, notamment des viols et le ciblage d'enfants affamés. J'en ai assez de voir des policiers se faire tirer dessus. J'en ai assez d'assister aux funérailles de policiers. Nous devons résoudre ce problème d'insécurité. Or, la France et les États-Unis seraient directement impliqués dans ce désordre. En 2022, l'ancien ambassadeur de France en Haïti, Thierry Burkhardt, a admis que les deux pays avaient orchestré le coup d'État, dont il a reconnu qu'il était probablement dû aux demandes répétées d'Aristide de restituer aux Haïtiens les 21 milliards de dollars de réparation qu'ils avaient payés de force à leur ancien colonisateur à Paris depuis 1825. 200 ans après s'être libéré du fléau esclavagiste, Haïti en subit toujours les conséquences. Les autorités de Kiev auraient eu des échanges avec des représentants de l'organisation terroriste Hayat Tahrir al-Sham en Syrie afin d'impliquer des combattants dans les opérations contre la Russie, selon le journal turc Aydilink. Les détails. Vous doutiez que le régime de Kiev soit un régime terroriste? Plus d'hésitation, voici les preuves. Aujourd'hui, des informations circulent selon lesquelles des émissaires des services de renseignement ukrainiens se trouvent dans la zone de désescalade d'Idleb, en Syrie. Ils y recrutent des combattants du front Al-Nosra, comme on l'appelait autrefois, et qui s'appelle désormais Hayat Tahrir al-Sham, afin de les impliquer dans leurs nouvelles ignobles opérations planifiées. L'information sur la coopération de Kiev avec Hayat Tahrir al-Sham est parue il y a quelques jours dans les médias turcs. Selon le journal Aydinlik, la délégation ukrainienne a rencontré le 18 juin les dirigeants de cette organisation à Idlib. Le but de cette coopération, attaquer des militaires russes. Dans un discours prononcé à la table ronde consacrée à la résolution de la situation autour de l'Ukraine, le chef de la diplomatie russe a constaté que les services spéciaux ukrainiens s'intéressaient également à d'autres régions. N'oublions pas qu'ils regardent déjà plus au sud, dans la zone saharo-sahélienne du continent africain, où, avec des extrémistes recrutés, ils commettent également des attaques terroristes contre les armées d'un certain nombre de pays. L'intérêt du régime de Kiev pour les terroristes n'est pas étonnant. Les citoyens du pays n'ont pas envie d'aller se battre et le responsable ukrainien Volodymyr Zelensky, dont le mandat présidentiel a expiré au mois de mai, continue de durcir les mobilisations. Regardons comment il se passe partout dans le pays. De nombreux mercenaires étrangers se battent dans les rangs ukrainiens, mais beaucoup sont rapidement éliminés par l'armée russe. Depuis le 24 février 2022, le nombre total de mercenaires étrangers arrivés en Ukraine s'élève à 13 387, dont 5 962 ont été éliminés à ce jour. C'est tout pour cette édition. Merci pour l'attention. Les informations se poursuivent sur nos différentes plateformes numériques, Facebook, YouTube, Twitter et sur notre application Eden TV Diaspora FM. Portez-vous bien.